Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une vidéo bilan du mercato estival de l'OL. Vous avez été nombreux à me dire Mika, fais-nous une vidéo sur ton point de vue sur le mercato estival du club, dis-nous ce que tu en penses, en bien, en mal, bref, fais-nous un bilan de l'été un petit peu bordélique, chaotique et illisible que l'on a vécu. En fait là je donne quasiment ma réponse à la question. Et pour être très franc, j'ai fait sur la chaîne une vidéo courant juin, début juin dans mon souvenir, dans laquelle je disais en gros mes attentes pour le mercato estival, ce que je voyais partir, les joueurs que je voyais rester aussi, et entre ce que j'imaginais début juin et ce qu'on a maintenant début septembre, il y a un écart qui est non pas comme ça, mais qui est comme ça. Vraiment important, avec beaucoup de différences, et franchement, bien malin celui qui aurait pu prédire à l'époque ce que serait l'été de l'OL fin septembre. Quasiment impossible. Bref, tout ça on en parlera après en détail évidemment, mais n'oubliez pas avant de commencer l'éternelle musique, la ritournelle, promotion pour la chaîne évidemment, pour le contenu. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker, commenter, partager, activer la cloche et, 5e point, je vous écoute, et ouais, vous abonner, évidemment. Avant de commencer, petite parenthèse pour Asia qui se reconnaîtra, qui m'a fait un super cadeau vraiment trop sympa. En l'occurrence, ce maillot qu'elle a elle-même floqué du logo, le 11 lyonnais. Je montre bien à l'écran. Merci beaucoup Asia, super cadeau. Ça me touche beaucoup. Premier point du mercato, on y va, on rentre dans le cœur du sujet. L'opération dégraissage qui est un échec complet. J'avais dit en vidéo courant juin que j'imaginais l'OL faire environ une dizaine de départs, un peu la lessiveuse estivale, parmi lesquels les départs attendus et prévisibles apparemment à l'époque. Anthony Lopez, Lovren, Akoku, Amin Sarr, Flo Sanchez da Silva, bref, beaucoup de joueurs attendus et prévus sur le départ. J'oublie aussi Cacré, Tolisso qui aurait pu aussi partir. Bref, beaucoup de joueurs, j'avais compté environ 10-12 départs. Et pourtant, début septembre, on est très loin d'un tel constat, très loin. Là encore, on va faire un petit peu une parenthèse sur David Friot qui est maintenant l'ex-directeur sportif de l'OL. Quel échec! Échec cuisant, fracassant. Le constat est très simple, il manquait en fait de réseau pour pouvoir exfiltrer les joueurs vus comme étant indésirables. Comme je vous l'ai dit, Lopez, Cherki, Lovren, tous ces gros salaires XXL qui ont tous entre 300 et 400 000, voire 500 000 euros mensuels. C'est énorme. Ils sont encore au club pour beaucoup d'entre eux. Et ça, c'est vraiment peut-être le pavé dans la mare de nos dirigeants lyonnais, de David Friot également, maintenant l'ex-directeur sportif du club. Puisqu'on rappelle un truc tout simple, c'est que l'OL s'est engagé, début du mercato, à vendre pour environ 100 millions d'actifs joueurs d'ici fin de la saison 2025. On est très loin du but affiché et presque avoué de 100 millions de ventes joueurs à la DNCG. Même si là encore il faut relativiser, il nous reste l'hiver qui arrive et l'été prochain jusqu'au 30 juin 2025 pour peut-être boucler, on l'espère, les 100 millions d'euros de ventes promis à la DNCG. Il faut bien dire qu'à l'époque, j'avais été quand même sacrément optimiste. Certains diront, Mika, tu étais même presque naïf, je l'avoue. J'avais dit que Lopez partirait, que Diomandé partirait, Tagliafico partirait, que Lovren partirait. J'avais mis un point d'interrogation pour O'Brien et Adrielson. J'avais dit que Henrique partirait. Jusque-là, ça va, pas trop mal. J'avais dit que Akoku partirait, échec. Cacré partirait, échec. Tolisso peut-être, il est resté. Le Penant partirait, j'ai eu bon. J'avais dit aussi question pour Momo et Larouche. J'avais un doute, il est parti. En l'occurrence, j'avais bon. J'avais dit, là encore, interrogation pour Lacazette, il est resté, tant mieux. Et j'avais dit départ pour Cherki, là encore, erreur. Grosso modo, sur mon pronostic de début juin, j'ai à peu près une bonne réponse sur 3, entre 1 sur 3 et 1 sur 2. C'est relativement mauvais, presque nul, je vous le conseille vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais en même temps, soyons francs entre nous les amis, qui pouvait prédire à l'époque que l'OL ferait un tel mercato aussi peu cohérent, aussi peu lisible, aussi peu compréhensible, presque même à l'encontre de ce qu'on aurait pu imaginer. Pas moi, et je pense pas vous non plus. Parce que oui, au final, l'OL a vendu, c'est vrai, mais a vendu des joueurs qui n'étaient pas non plus des gros contrats, des joueurs essentiels, des joueurs les plus bankable, si ce n'est peut-être O'Brien pour quasiment 20 millions d'euros à Everton. On a vendu Skelly Alvero pour 5 millions au Werder Bremen. On a vendu Le Penant pour en prêt avec une option d'achat à Nantes pour à peu près, je crois, 2,5 millions dans mon souvenir. Voilà, on est très loin des 100 millions promis à la DNCG. Et là encore, ça, c'est vraiment, pour moi, je pense, le point le plus négatif du mercato estival de l'OL. On n'a pas su dégraisser l'effectif. Et avec ça, ce n'est pas qu'une question économique et financière, voire budgétaire. C'est bien plus que ça. C'est une question à la fois footballistique, sportive, parce que là, pour le coup, le coach a entre les mains un effectif à quasiment une trentaine de joueurs professionnels. C'est énorme. Et franchement, c'est beaucoup trop. On est l'OL qui jouera la Ligue 1, la Coupe de France et l'Europa League. 30 joueurs,
s'il n'y a pas beaucoup ou peu de blessures, croisons les doigts, c'est juste énorme, c'est beaucoup trop, et il y aura tous les week-ends en Ligue 1 entre 5, 6 et 7 malheureux, c'est comme ça. Et à mon sens, ça risque de provoquer des tensions en interne, c'est quasiment sûr. J'imagine très mal, pour être franc avec vous, dans le cas d'Anthony Lopez, j'imagine très mal Lopez vivre une saison entière où il sera numéro 3, numéro 4, quasiment sûr, dans la hiérarchie des gardiens de but. C'est intenable, c'est invivable, ça finira mal, ça pourrira la situation, c'est sûr, c'est vu d'avance, vous verrez les gones, on en reparlera dans pas longtemps, c'est évident. Parce qu'en fait, il y a un problème qui est très important avec l'effectif de l'OL, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs, je dirais, de niveau intermédiaire, certains diraient des joueurs mid sur Twitter, et en fait, ils sont intermédiaires en ayant un contrat qui est, quant à lui, pas intermédiaire, mais plutôt XXL. Ce qui fait qu'on a une sorte de problème à régler et qui est quasiment insoluble. On a beaucoup de joueurs que l'on veut vendre, exfiltrer, mais ils ont un très très bon contrat pour un niveau qui ne correspond en rien à leur contrat. Donc là, il y a un problème, parce qu'en fait, sur le papier, sur le talent, sur le profil des joueurs, ils pourraient intéresser des clubs de niveau intermédiaire, comme Lens, comme Nice, comme Mönchengladbach en Allemagne, comme la Fiorentina en Serie A, ou encore comme Everton, club moyen en Angleterre. Gros tacle que j'envoie, tacle gratuit à nos amis d'Everton. Mais malheureusement, nos joueurs qui sont des joueurs de niveau correct, moyen, mais pas des top players au niveau européen, on peut le dire, c'est quasiment tous des chapeaux 4 à l'échelle européenne, très loin du top et du gratin européen, mais en fait, ils ont un contrat qui est tellement important et tellement bien rémunéré et gratifiant que les clubs de leur standing ne peuvent pas les acheter. C'est impossible, c'est injouable aujourd'hui. Quand on prend le cas d'Anthony Lopez, sur lequel je reviens encore une fois, salaire monstrueux à l'échelle de la Ligue 1, plus de 300 000 € mensuels, 33 ans, quasiment 34 dans mon souvenir. En France, qui peut se payer Anthony Lopez? C'est quasiment impossible, à part Paris, Monaco, l'OM et l'OL, mais pour lui, c'est injouable. Donc en fait, nos joueurs ont des contrats béton armé, de très grande qualité, XXL, mais en termes de niveau, ils ne sont pas la cible des top clubs, et ils sont la cible de clubs qui n'ont pas les moyens de payer leur contrat. Donc on est un peu une sorte de quiproquo, on est entre deux feux, à mi-chemin entre des clubs qui peut-être voudraient nos joueurs, mais qui n'ont pas les moyens de les payer, et d'un côté des clubs qui ne sont pas intéressés par eux, mais que nos joueurs, eux, envisagent comme des potentiels clubs d'arrivée. Bref, une forme d'incohérence totale dans laquelle l'OL est pris au piège du début à la fin du mercato estival. Dans la même vidéo début juin, j'avais fait un petit constat sur les différents profils que j'imaginais arriver à l'OL. J'en avais ciblé 5 dans mon souvenir, j'avais dit une doublure pour Lucas Perry. Là encore, j'avais eu bon avec l'arrivée de Rémi Descamps, bon profil, qui connaît la Ligue 1, expérience, très bien, parfait, bon profil. J'avais dit, dans l'hypothèse d'un départ de Tagliafico à latéral gauche, il n'y a pas eu de mouvement, donc ça on oublie, pas de souci. J'avais dit un numéro 6 qui pourrait prendre la relève de Matic, il est venu, c'est en l'occurrence Tessman, c'est pas déconnant, et pour moi c'est un bon choix dans la transition douce vers l'après-Matic. J'avais dit, super important, le numéro 8 complet qui apporterait une plus-value technique, bref, machin, vous connaissez la musique. On l'a vu arriver, c'est Verretou. À mon sens, on n'est pas tout à fait dans ce que j'avais imaginé. Point de déception, j'en parlerai aussi un petit peu après, même si c'est un bon joueur évidemment. Et j'avais dit en plus deux profils, notamment un offensif à droite pour remplacer le départ de Cherki. Il est resté, ça me va très bien, donc là-dessus on fait une croix, pas de souci, même si Zaha est arrivé, ce qui est positif. Et j'avais dit en numéro 9, un joueur qui pourrait assurer une transition douce vers l'après Alexandre Lacazette, en l'occurrence le roi Georges Mikotadze. Pour moi, un excellent choix. C'était mon numéro 1 dans ma shortlist numéro 9 que j'avais établie pour l'OL. Donc là-dessus, très content. Mais au final, si on fait un constat global du mercato estival en termes d'arrivée et non plus en termes de départ, forcément, je suis déçu parce que j'imaginais mieux, j'imaginais plus dans le cœur du jeu, le secteur faible du milieu de terrain de l'OL. Et on a raté, pour moi, malheureusement, peut-être la meilleure idée du mercato, en l'occurrence Noah Sadiki, qui était vraiment le profil parfait pour être le numéro 6, 8, densité physique, volume de jeu, puissance, tonicité, verticalité. Bref, on l'a raté. Ça aurait été pour moi le bon coup, le très bon coup du mercato estival, la très bonne idée. Malheureusement, là encore, échec. On n'a pas pu trouver ce que j'imaginais pour renforcer le cœur du jeu de l'OL. Parce qu'en fait, là, on a vraiment, pour moi, l'histoire du mercato de l'OL, la moralité de l'histoire, c'est que on avait non pas une, non pas deux, mais on avait 3 logiques sportives. Une logique propre à David Friot, avec autorité, certains diront même presque autoritarisme, avec des choix de catalogue, de réseau. En l'occurrence, je pense que le deal Mangala, Nakate, c'est lui en partie, je le pense vraiment, même si Textor a aussi des liens avec Nottingham Forest. Le transfert de Verretou, là encore, comment croire à l'inverse? Ça ne peut être que lui. On sait qu'il est passé par Marseille, il connaît bien le joueur, ça paraît tellement évident. Donc au final, pour moi, ce mercato estival, il est
pas déconnant, il n'est pas incohérent, il est juste incompréhensible dans les idées, dans les choix, les départs et les arrivées, dans les profils ciblés qui sont tellement différents entre un Tessman, Sadiki et un Verretou. En fait, quelle est la logique du projet sportif de l'OL, quels sont les profils que l'on cible, et je vous passe évidemment toutes les clowneries, les dingueries faites par le propriétaire John Textor qui, à mon sens, a aussi, lui aussi, il faut le dire, plombé le mercato estival de l'OL avec des deals multi-clubs d'arrangements entre propriétaires qui sont amis, Marinakis à Forest, Textor, Everton, bref, des trucs pas très clairs en fait, qui ont largement plombé aussi l'été de l'OL, parce que j'insiste, c'est pour moi le cas le plus symptomatique de ce que je n'aime pas dans le foot, Made in, Eagle et Textor, le cas de la défense centrale. On vend, à mon sens, erreur terrible, Mamadou Sarr, profil intéressant, il a fait l'Euro U19, vraiment un bon joueur puissant, physique, bon à la relance, un bon pied fiable, bref, de vraies qualités qui sont pour moi au top, au plus haut niveau, et il sortait en plus d'une très belle saison avec Molenbeek, où il a joué tantôt central, tantôt numéro 6, pointe basse. Là encore, incompréhension totale, d'autant plus que je le rappelle, un certain David Friot, encore lui, avait dit en grande pompe, courant juin dans mon souvenir, Mamadou sera l'un des joueurs qui fera l'histoire, l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Ouais, mon œil, patatras. 3 mois plus tard, il est plus là, il est parti à Strasbourg pour un chèque d'environ 10 millions d'euros. Super opération, super gestion, bravo le foot, bravo l'Olympique Lyonnais. À la limite, je peux encore faire un effort pour tenter de comprendre cette logique qui n'en est pas une. Mamadou Sarr part, chèque de 10 millions à l'instant T. Par rapport à la valeur du joueur, c'est pas déconnant. C'est une plutôt belle offre de la part de Strasbourg. Là-dessus, on peut parler, on peut discuter. Mais si tu vends Sarr pour prendre Omari, qui a 4 ans de plus, profil de joueur en difficulté à Rennes, saison cataclysmique, même s'il y a des qualités évidentes de relance, c'est un bon joueur de foot, mais saison cataclysmique à Rennes. Tu perds Sarr, tu prends Omari pour environ le même prix. What is the logic? Quelle est ici la logique, John? Faut m'expliquer, je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, tu te dis que, du coup, Sarr est parti, Omari vient, le coach joue en 3-5-2, à mon avis, on est beaucoup à se dire que Adrielson, le fameux central qui était selon John Textor le meilleur parmi les centraux de l'OL et que ça je voulais absolument garder, là encore je m'interroge. On aurait pu croire qu'il jouerait à l'OL, 3-5-2, il y a des places à jouer, à prendre, et hop, patatras, on a monsieur John Textor qui dit non, toi, mon coco, tu partiras dans mon club chéri à Botafogo et l'OL fera en gros du bricolage avec Tolisso, Tagliafico, et ça il faudrait accepter? Il faudrait dire oui, ok, c'est très bien. Bah non, désolé, c'est encore une fois un choix qui est juste lamentable, qui interroge vraiment sur la stratégie de long terme du club et comment John Textor et nos équipes envisagent l'OL en termes d'ambition sportive en Ligue 1 et en Europe. Et des cas qui posent question et qui interrogent beaucoup, il y en a plein. Là, j'évoque Adrielson et puis Sarr. Il y a aussi le cas Mangala. Je passe, on va pas en faire encore un énième débat, mais quand on voit qu'on met sur la table autant d'argent pour un joueur qui était la recrue la plus chère de l'OL, pour l'envoyer ensuite en prêt sec à Everton, what is the logic, John? Je ne comprends pas. Bref, c'est la pagaille du mercato estival. Là encore, mon point de vue, vous le connaissez. Ça me plaît pas du tout. C'est un bordel permanent, instabilité chronique. Voilà, c'est clair et net. C'est vraiment un point qui me dérange beaucoup. Mais encore que, on peut peut-être un petit peu relativiser. Et j'ai une question toute simple à vous poser. L'OL a acheté pour environ 140 millions d'euros dans mon souvenir et a vendu pour environ 34. Ce qui veut donc dire que si l'on fait de façon très pragmatique et très terre à terre la balance comptable entre achat moins vente, on obtient à peu près une balance négative de 106 millions d'euros. Question les gones que je vous pose et vous me direz tout en commentaire par la suite. Si je vous dis que devant vous il y a 2 boutons, bouton vert vous dites oui on valide, bouton rouge on dit non on refuse. Maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous dites oui ou non à ce mercato estival qui a coûté à l'OL la bagatelle de 140 millions d'euros? Je dis bien 140 millions d'euros. Si on va encore plus loin et qu'on prend le 11 qui finit la saison de l'an passé et celui qui commence en Ligue 1 depuis quelques semaines, là encore, le constat interroge beaucoup. Je rappelle que le 11 qui finit en Ligue 1 sous Pierre Sage l'an passé, avec Lopez au cage, voire Perry selon le match qu'on a pu jouer Coupe de France ou Ligue 1, à droite Mata, O'Brien, Tchaletatsar, Tagliafico, un milieu à 3, pointe basse Matic avec 2 relayeurs Cacré Tolisso, et devant un trio Benrahma, Lacazette, Nuama. Ça c'est l'équipe qui finit l'an passé en Ligue 1, en boulet de canon et qui même joue la finale de Coupe de France contre le PSG. Et quelques mois plus tard, après le mercato de l'OL, on a grosso modo un 11 qui devrait ressembler en 4-3-3 si le coach prend un 4-3-3,
devrait à peu de choses près ressembler à celui-ci. En l'occurrence, au cage le Kasperi, à droite Mata, dans l'axe une charnière classique que maintenant vous connaissez bien, Tchaleta Tsar plus Nakate, à gauche Tagliafico, un milieu à 3 qui devrait logiquement, si Pierre Sage suit sa logique de pressing, contre-pressing, d'intensité, Matic, point de base, Cacré plus Verretou, c'est en tout cas comme ça que moi je l'imagine au vu de ce que le coach évoque en conférence de presse, et devant un trio qui, si l'on se fie à la dynamique des joueurs actuels, devrait être un trio Fofana, Lacazette et peut-être Mikotadze. Là encore, c'est extrêmement schématique pour faire un point de comparaison entre l'avant-mercato et l'après-mercato. Deuxième question que je vous pose, les gones, vous me direz en commentaire aussi votre réponse sur le sujet. Est-ce que pour vous, il y a une amélioration nette sur le 11 titulaire de l'OL? À mon sens, il y a largement débat et je ne suis pas convaincu que le 11 titulaire, je dis bien le 11 titulaire, soit largement meilleur que celui qui finit la saison passée. Même si, par devoir d'honnêteté, il faut le dire également, le 11 n'a pas changé de fou furieux, c'est quasiment un 11 assez proche par rapport à l'an passé, mais par contre, ce mercato estival a offert à Pierre Sage et à l'OL un effectif plus profond, plus dense, plus large sur le banc, et vous me direz encore heureux, on a quasiment, je le rappelle, une trentaine de joueurs professionnels sous contrat au club. Une dinguerie. Quoi qu'il en soit, Pierre Sage pourra s'appuyer sur un effectif bien plus dense avec un banc qui devrait être grosso modo Tessman, Tolisso, Zaha, Abner, Benrahma, Orban, bref, Mikotadze. Beaucoup de très bons joueurs qui vont assurément offrir des choix tactiques très très différents et vont assurer une concurrence plus forte dans l'effectif. Ça c'est très bien, mais pour moi, un tel mercato à 100 et quelques millions d'euros, ça devait forcément améliorer très nettement le 11 titulaire. Et pour autant, à mon sens, on n'est pas sur une amélioration de fou furieux, on est sur un effectif plus large, plus dense, plus quantitatif et aussi plus qualitatif, mais le 11, lui, reste d'un niveau relativement proche à mes yeux. Et enfin, troisième point de mon bilan du mercato estival de l'OL, après numéro 1, le fiasco total de l'opération dégraissage by David Friot, après les profils ciblés qui interrogent beaucoup sur une éventuelle amélioration du 11 titulaire de l'OL, dernier point, la crise institutionnelle permanente, le bordel permanent, le chaos permanent, bref, l'instabilité chronique de l'OL, qui est un point vraiment très très caractéristique. Certains me diront, Mika, tu es très dur, mais pour moi c'est la vérité. L'OL version Textor est un club qui, au gré des mouvements, au gré des tendances, au gré des matchs, au gré des victoires et des défaites, peut à tout moment changer de visage. C'est assez préoccupant parce que clairement on n'est pas à l'abri de voir le coach sauter d'ici quelques matchs, on n'est pas à l'abri de voir des dirigeants partir. C'est un flot de mouvements permanents, il y a plein de dynamiques, d'arrivées, de départs. C'est assez préoccupant et ça montre vraiment qu'on a un club qui est devenu assez instable, qui n'arrive pas à trouver de point d'équilibre, qui n'arrive pas à trouver une structure équilibrée avec des gens qui sont vraiment affirmés, présents, confortés dans leur mission. C'est un point qui me préoccupe beaucoup et qui pour moi est un des gros points négatifs de l'été de l'OL, l'instabilité chronique du club. Parce que là encore, on va refaire un petit peu le portrait, on va refaire le casier de David Friot, qui est vraiment très important et très très négatif à ce niveau-là. Quand le coach est mis sous pression en janvier par les rumeurs Sampaoli, quand le coach voit arriver au stade contre Monaco, Sampaoli en tribune, quand on entend les rumeurs qui circulent, c'est encore une fois du chaos chronique, de l'instabilité permanente, c'est très dérangeant. Et quand en plus les mouvements de joueurs entre les clubs filiales d'Eagle se multiplient, se font de manière un petit peu anarchique, chaotique, ça renvoie l'image d'un club qui n'est pas stable du tout. Je pense clairement qu'il n'y aura pas de nouveau directeur sportif à l'OL, on fera 100. J'imagine un schéma dans lequel on aurait une forme de triumvirat, de trio de pouvoir avec Jarlinger qui serait plus proche du terrain, MLJ, Mathieu Louis-Jean qui serait davantage un directeur sportif officieux et pas officiel, et pourquoi pas un Pierre Sage enfin conforté dans sa mission de coach de l'Olympique Lyonnais. C'est pour moi la solution la plus évidente. J'imagine très mal un nouveau DS arriver, d'une part parce qu'il y a très peu de choix qui sont valables et qui sont en accord, en phase avec le projet Eagle pour l'OL, et surtout, comme je vous l'ai dit, dans l'optique d'un management façon à la sauce John Textor, je pense qu'il ne veut pas avoir dans les pattes un directeur sportif qui pose des questions, qui interroge, qui met les freins, les holà sur différents deals, différents transferts. Il veut les coups des franches, il veut gérer son club à sa façon. On verra bien. Après tout, on est là pour subir et voir ce qui se passera, mais pour moi, on est plus proche d'un trio, voire d'un quatuor au final, entre Jarlinger, Mathieu Louis-Jean, John Textor et Pierre Sage, plus que d'un nouveau DS qui pourrait arriver à l'OL. Et c'est pour ça que si j'étais président de l'OL, je frapperais un grand coup de façon médiatique, publique, dès maintenant. Malheureusement, je ne le suis pas, donc ça ne se passera sûrement pas,
Mais c'est ce que moi j'aurais fait. J'aurais dès maintenant convoqué une conférence de presse où j'aurais dit les termes très clairement. D'une part, j'aurais annoncé Pierre Sage comme étant le coach conforté et confirmé du club pour qu'on lève une bonne fois pour toutes tous les doutes, les suspicions, le climat de méfiance autour de Pierre Sage. Et surtout, j'aurais fait publiquement amende honorable. J'aurais dit, ok, on a fait des erreurs, on s'est trompé sur telle situation, tel cas de figure, on aurait dû mieux faire, on a mal géré la situation, on aurait dû dès le départ confirmer Pierre Sage dans sa fonction de coach, le conforter, retirer toute tension autour du coach. Ça me paraissait juste le b.a.-ba pour entamer sereinement une saison en Ligue 1, ça je l'aurais dit publiquement en conférence de presse et j'aurais une bonne fois pour toutes fixé un cap clair, une ligne, une perspective pour l'ensemble du club, pour les supporters, un projet sportif, quels moyens, comment, avec qui, vers où on se dirige, dans quel laps de temps. Les questions auxquelles tout le monde veut des réponses, moi y compris, vous aussi j'imagine. Et ça, malheureusement, on ne le sait pas. Et comme souvent on le dit en politique, il y a un peu pour les candidats les 100 jours de grâce durant lesquels, en gros, ils peuvent tout faire. Ça passe comme une lettre à la poste. Sauf que ce temps-là est largement révolu pour Textor. Place désormais à la communication, place à la clarification. Il y a urgence, il y a grand besoin de nous dire où va le club.